L'animal, pas plus que l'être humain, n'est jamais réductible à une éducation ou à un patrimoine génétique. Ce n'est pas notre éducation qui nous fait, ce n'est pas notre patrimoine génétique qui nous fait. Bien entendu, ça ne signifie pas que ces éléments comptent pour rien. Mais ce que cela signifie, c'est que ils doivent seulement rester à leur juste place, laquelle est sans doute plus modeste que nous le croyons généralement, et ne change pas le fait que l'animal a d'abord une personnalité, une volonté, une destinée. La personnalité doit être respectée. Konrad Lorenz, suivi comme son ombre, ou comme s'il était leur mère par une poignée de palmipèdes enthousiastes, image qui suscite à l'égard du grand homme un vaste consensus de sympathie. Eh bien, j'ai peine à partager cet enthousiasme. Que des oiseaux en viennent à apprécier notre espèce, pourquoi pas. Mais que ce soit au point qu'ils apprécient plus les humains que leurs propres congénères et n'envisagent plus l'accouplement autrement qu'avec les premiers, voilà qui me contrarie, au point que la seule excuse que je puisse trouver à l'éthologue est paradoxalement son inexpérience au moment des faits et sa méconnaissance du phénomène de l'empreinte et de ses conséquences. Car à mon avis, emprunter un animal de manière à ce point contre nature n'est pas autre chose qu'une manière choquante de porter atteinte à sa personnalité. Si les animaux sont des machines, quelle importance ? Mais s'il s'agit de personnes, c'est autre chose, et leur personnalité doit être respectée. Mais à ce moment-là, comment concilier sans trop d'erreur personnalité et éducation ? Et c'est un vrai problème. D'ailleurs, c'est un vrai problème également lorsqu'on veut éduquer des enfants. Comment respecter la personnalité de l'enfant ou de l'animal tout en lui donnant quand même une éducation. Nous avons noté que certains apprentissages primaires et secondaires participent pleinement à l'accomplissement, l'affinement d'une personnalité, et d'une certaine façon, l'éducation aussi. Mais à partir de quel moment l'éducation vient-elle brimer et non plus développer l'expression d'une personnalité ? C'est bien la question que ne cesse de se poser tout éducateur, question déjà posée par le professeur de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Professeur, et en fait cette pièce de théâtre pose la question suivante. Est-ce que le professeur respecte la personnalité de son élève ou est-ce qu'il la détruit ? Une question parfois terriblement difficile. Pensons à tant de parents confrontés à un choix d'un enfant, choix qu'ils jugent, voire qu'ils savent mauvais pour lui. Les parents savent que leur enfant ou pensent que leur enfant fait un mauvais choix, par exemple dans le choix de son métier ou de sa carrière et que sais-je, mais si c'est ce que veut l'enfant, est-ce qu'ils doivent s'opposer à ce choix de l'enfant ou est-ce qu'ils doivent l'accepter ? Le bon sens dicterait que l'équilibre tend à s'établir naturellement. L'éducation se prise quand elle rencontre la personnalité. Mais l'expérience, notamment en ce qui concerne les animaux, m'a montré que le bon sens se trompe. Les personnalités les plus fines, et donc à leur façon les plus intéressantes, ne savent pas résister à ce qui les agresse. Le plus souvent, elles se ferment, elles se figent, et peuvent même plus facilement qu'on ne le croit s'y trouver brisées. Seuls des chevaux par exemple les chevaux très fins, très sensibles, sont susceptibles de devenir des sujets de haute école. Mais avec de tels sujets, l'intervention même d'un seul instant, d'un cavalier un peu brutal, ou même seulement peu sensible, peut suffire à ruiner parfois de manière définitive des semaines, voire des mois de travail. Mieux, un mauvais cavalier n'est jamais parfois nécessaire, un simple palefrenier indélicat peut suffire. Et il en est de même de certains chiens. Les chiens lupoïdes en particulier sont très fins, sont très sensibles. Et si on est brutal avec eux, eh bien on peut avoir ensuite beaucoup de mal à récupérer cette brutalité qui était mal placée.
C'est ainsi que beaucoup d'humains ignoreront tout de la finesse et de la sensibilité de certains bergers belges ou de certains grands caniches qu'ils auront trop fait d'étiqueter maladivement nerveux, instables ou stupides. En fait, ils ont été brisés. Avec de tels sujets, la patience et l'habileté peuvent tout obtenir, mais la maladresse peut tout détruire en un instant. La réalité est qu'il est peut-être impossible de transformer une personnalité, le mieux que l'on puisse obtenir est de la briser. Les camps de rééducation, sorte d'aboutissement final des principes de conditionnement psychologique communs à tous les totalitarismes, n'ont jamais produit un seul bon communiste, mais seulement des millions de morts et des personnalités anéanties. Il est plus facile d'écraser une personnalité que de l'aider à s'épanouir. Le respect de la personnalité animale est un tel objectif que nous n'aurons garde de minimiser les difficultés pour y arriver. L'éducation nous conduit à nous interroger sur un sujet qui lui est proche, ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est l'assimilation totale ou partielle d'un individu à une culture qui lui était au départ étrangère. L'acculturation, c'est un individu qui s'assimile à une nouvelle culture, laquelle était au départ étrangère. À partir de quand l'acculturation est-elle une forme d'atteinte à la personnalité? Dans de nombreux cas, on aura tendance à dire que c'est dès le premier contact. Chaque fois que nous approchons un individu d'une autre culture, homme ou animal, nous initions un processus d'acculturation de cet individu. La capacité culturelle n'est sans doute ni infinie, ni même extensible. Ce qui est gagné d'un côté est presque certainement perdu de l'autre. Ce que l'on emprunte à une autre culture correspond certainement à quelque chose que l'on perd de sa propre culture. C'en est à ce point que l'un de ses professeurs avait dit à l'ethnologue Pierre Clastre « Si vous pouvez approcher au point de l'observer une société primitive, c'est la preuve qu'elle est déjà quelque part un peu pourrie. » Ce qui revient à dire qu'un réel contact avec une société primitive gardera toujours une forme de caractère d'impossibilité. La déculturation, c'est la perte totale de la culture d'origine. Au sein du monde animal, l'acculturation va toujours de pair avec la déculturation. Le fait d'adopter une autre culture que la sienne, entraîne une perte de sa culture. Donc, acculturation est toujours liée à déculturation. Exemple, les chiens ne sont plus des loups, et nous savons que notre responsabilité commence à ce stade. Les chiens ne seraient plus capables de redevenir des loups. Une déculturation peut être partielle ou totale. Quand elle est totale, chez un animal, ce dernier n'a plus conscience de l'espèce à laquelle il appartient réellement. Il croit appartenir à l'espèce à laquelle il est acculturé. Mais comme ce n'est pas le cas, eh bien on a produit un être hybride, destiné à une vie en porte-à-faux, plus jamais chez soi nulle part, étranger à sa communauté d'origine, tout autant qu'à la communauté à laquelle il croit faire partie. Notre système de production du chien de compagnie nous conduit à la gestation d'une proportion significative de chiens ainsi déculturés. Des petits carnivores ne peuvent réussir leur apprentissage primaire et secondaire que s'ils sont en contact de leur fratrie jusqu'à une période excédant leur 12e semaine. Malheureusement, dans bien des cas, ils ont été séparés beaucoup plus tôt de leur fratrie, par exemple à 8 ou même 6 semaines. À ce stade, le chiot n'a pas appris à parler et à vivre en tant que chien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y aura une acculturation. Il va être soumis dans sa famille humaine d'accueil, une acculturation, et par conséquent, il y aura une vraie carence. Beaucoup de ces chiens se révèlent incapables d'avoir avec les autres chiens des relations normales, au point que beaucoup de ces chiens sont même incapables de s'accoupler avec des chiens. Sauf si, bien entendu, la famille d'accueil, qui est au courant de ce risque, a la sagesse de faire participer très régulièrement le chiot à des séances collectives avec d'autres chiots ou d'autres chiens. D'où l'intérêt, vous l'avez compris, des écoles de chiots. Car c'est absolument indispensable au bon développement du psychisme dans un tel cas.
Ajoutons pour faire bonne mesure que dans de nombreux cas, le petit animal n'arrive pas dans sa famille d'accueil seulement mutilé au plan psychique, il est aussi, et physiquement, il est castré. Les chiens déculturés, à la personnalité plus ou moins mutilée, nous en avons tous dans nos voisinages, incapables de relations normales avec d'autres chiens, incapables notamment de quelque forme de vie sexuelle. Les propriétaires de tels animaux, souvent ignorants de la vie animale, ne peuvent être tenus pour responsables de cette situation, mais le système qui conduit à la production d'animaux dont on a respecté aussi peu la personnalité devrait être condamné avec la plus grande fermeté.